Donc on va continuer avec Mathieu qui va nous présenter adapter son UX pour la performance web. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et donc, en effet, on va parler aujourd'hui du UX et de performance web. Alors, d'abord, je me présente. Je m'appelle Mathieu Parizeau et je suis un des co-organisateurs des Human Talk à Paris, mais surtout, je suis développeur front chez ManoMano. Et aujourd'hui, ça fait maintenant pas mal de temps que je développe. J'ai une longue carrière. Je me suis toujours très intéressé, en fait, à tout ce qui était design, produit, métier, etc. Et depuis quelques temps, à ManoMano, on a des grosses problématiques de performance. Donc on travaille beaucoup là-dessus, j'ai dû me former en fait à tout ça, et ça a été quelque chose qui n'a pas été évident, et notamment je me suis vite rendu compte qu'il y avait un lien direct entre ce qu'on faisait sur la performance web et sur l'expérience utilisateur qui ressortait derrière. Et il y a plein de choses que j'aurais voulu savoir au moment où j'ai commencé, c'est bien que j'ai fait en fait, j'aurais bien voulu qu'on me les présente, et donc je suis aujourd'hui là pour essayer de vous aider à mieux appréhender ces choses-là. Alors d'abord, on va se demander pourquoi en fait la performance web c'est aussi important. Et la première raison, c'est tout simplement parce que les gens n'aiment pas attendre. Vous, moi, probablement personne n'aime attendre. Il suffit de prendre le métro à Paris, de prendre sa voiture, et vous verrez que les gens n'aiment pas attendre. Ils vont changer de fil, klaxonner, se ruer sur les portes alors qu'il y en a un dans 2 minutes. Et voilà. Autre raison plus pragmatique, c'est vachement important pour tout ce qui est indexation dans Google. Si vous avez un site qui est référencé dans Google, vous allez devoir en fait avoir un bon classement, et pour ça il va falloir un site performant. Et enfin, beaucoup plus important probablement pour votre entreprise, ça rapporte de l'argent. Et ça c'est quand même le cœur du métier. Et en fait tout ça c'est lié. Ah non, pardon, je vous demande pas de me croire sur parole, en fait, il y a eu plein d'études faites sur ce sujet-là, en fait. Globalement, tout montre, que ce soit Google ou d'autres personnes, vont montrer que plus votre site est performant, plus vous allez avoir de conversion, plus vous allez avoir de page view, moins vous aurez de rebonds en fait sur vos pages, et donc plus ça vous rapportera de l'argent à la fin. L'étude la plus importante à l'époque a été faite par Amazon en 2009, donc ça remonte déjà pas mal de temps, qui montrait que 100 millisecondes de latence leur faisait perdre 1% des ventes. Et du coup, à l'échelle d'Amazon ou de n'importe quel gros site d'e-commerce, c'est gigantesque. Donc voilà, ça a été confirmé par d'autres, et ça marche aussi dans les médias. Voilà, je ne vous fais pas le détail de toutes les études, si vous voulez, il y a le lien que je remettrai à la fin. Mais du coup, sachez que il y a une corrélation forte entre l'argent que votre site va générer et sa performance. Et évidemment, tout ça c'est lié. Si votre utilisateur s'impatiente, il ne va pas rester, donc il n'achètera rien chez vous. Si jamais votre site est nul et que l'utilisateur part directement, Google ne va pas vous envoyer des gens, forcément, donc du coup, moins de revenus, etc. Alors j'espère vous avoir à peu près convaincu, c'est pas le sujet du talk, les idées c'était plus de contextualiser tout ça, c'est important quand même. Et maintenant on va pouvoir s'intéresser à cette web performance, et surtout à cette web performance et de quoi on parle. En fait, si on se pose la question et qu'on regarde un peu plus de manière un peu plus précise, en fait, globalement au niveau des interfaces, quand on parle de performance, on va parler de 2 choses. La première, c'est quoi? Attendre que le contenu arrive. Attendre que le contenu arrive. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais un lapin, il me semblait bien. Pourtant, il est important ce lapin. Donc voilà, attendre que le contenu arrive, c'est super frustrant. Vous venez de le vivre en direct, c'est énervant. L'utilisateur se demande ce qui se passe. On l'a tous eu. On veut faire un truc, on lance le site web, ça met 30 secondes à s'afficher. S'il y a une alternative, on est déjà parti ailleurs. Sinon, on est en train de râler après son téléphone. L'autre partie importante de la performance, ça va être sur les actions utilisateurs. Donc là, je vais cliquer pour voir mon slide suivant. Et, non, c'est pas possible. Donc là, j'ai cliqué. Peut-être que j'ai mal cliqué, il faut peut-être que je reclique. Peut-être qu'il y a un appel réseau, peut-être qu'il faut que je rafraîchisse, je ne sais pas. Il y a des c'est bon. Tout va bien, tout marche. Ok, donc attendre le résultat d'une action. C'est pareil. Encore une fois, je vous l'ai joué en live, en exagérant un petit peu évidemment, mais vous l'avez tous vécu aussi. Vous cliquez, il se passe rien, vous demandez ce qui se passe, vous vous acharnez sur le bouton, ça ne marche pas. Donc c'est sur ces 2 choses-là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Donc la performance, en fait, en termes d'interface utilisateur, c'est ça qui nous intéresse, et vous l'avez déjà vu, ça impacte l'expérience utilisateur. Mon expérience était très mauvaise. Alors l'avantage qu'on a, en tout cas dans le web, c'est qu'on a plein de trucs pour mesurer tout ça. Et du coup, on va pouvoir s'intéresser à certaines métriques. Je ne vais pas vous faire un détail et faire un grand panel et rentrer trop dans le détail. On en a 2 qui sont intéressantes pour mesurer le temps d'attente d'affichage d'une page. C'est ce qu'on appelle le FCP et le LCP, le First Contentful Paint et le Largest Contentful Paint. Le mot important ici, c'est Contentful. Et ce qui montre encore qu'il y a un lien entre la performance et l'UX. Ce qui va nous intéresser, c'est pas qu'on affiche quelque chose, c'est qu'on affiche quelque chose de pertinent à l'utilisateur. Et ça, ce sera vachement important par la suite. Donc si on prend plutôt un schéma,
Bon, au début, on n'a rien. Ensuite, on commence à télécharger des bouts de notre page. Et là, on peut potentiellement afficher un background de couleur. Sauf qu'en fait, ça nous sert à rien. Et ce qui va nous intéresser, c'est le moment où on affiche un premier élément significatif. Donc du texte, par exemple. C'est généralement ce qui va arriver en premier. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est notre grosse image. Aujourd'hui, les sites sont fada de ces grosses banners, hero banners, en fait. Et du coup, bah là, quand on a ça plus notre texte, on considère que, grosso modo, le site il est prêt et l'utilisateur peut commencer à interagir avec. Donc, c'est ce qu'on va mesurer. Ensuite, quand on s'intéresse aux actions utilisateurs, ça bouge encore beaucoup, il y a plein d'essais là-dessus. La prochaine métrique qui va être intéressante et qui va arriver dans les classements Google d'ici mars, il me semble, c'est ce qu'on appelle l'INP, l'Interaction to Next Paint, et là vous allez voir encore, c'est très lié à l'expérience utilisateur. Ce qu'on va mesurer, c'est le temps entre le moment où l'utilisateur fait quelque chose, un clic, et le moment où l'écran se met à jour. Si jamais il se passe très peu de temps, tant mieux. S'il se passe plusieurs secondes, bah forcément c'est pas bon. Pour ça, vous avez plein d'outils pour les mesurer. Le plus connu, c'est Google Lighthouse, qui est disponible dans les Chrome DevTools ou en standalone. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez avoir un score synthétique de performance et de plein d'autres choses. Donc, par exemple, sur ManoMano, on voit qu'on n'a pas un score génial. On voit par contre que sur le First Contentful Paint, on n'est pas trop mal. Le Largest, bon, c'est un peu moins bien, mais on est encore dans les clous. Et surtout, nous, ce qu'on a branché à ManoMano, c'est qu'on suit ça au quotidien. Donc, on a mis ça dans un Grafana et on a des métriques temps réel qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'une mise en prod a affecté des perfs en bien ou en mal. Quand est-ce qu'on résout les problèmes, quand est-ce qu'on casse des trucs pour pouvoir les corriger. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. On a ça depuis peu, ça nous aide pas mal. Et enfin, si vous aimez plus les trucs ludiques, nous on suit beaucoup le journal du net. Il y a un classement tous les mois des sites. Donc là, c'est l'e-commerce parce que je suis dans l'e-commerce, mais il y a d'autres domaines. Et là, c'est d'autant plus ludique pour nous que le numéro 1, c'est notre principal concurrent. Donc forcément, on n'a qu'une envie, c'est remonter dans le classement. Et du coup, on essaie de se battre pour ça. Alors, des fois, on monte, des fois, on descend. Et ça nous donne un petit objectif pour suivre un peu notre évolution globale vue de l'extérieur, en fait. Donc, c'est toujours intéressant et ça permet de gamifier un petit peu tout ça. Parce qu'en fait, le but de cette performance, c'est pas de la mesurer à un instant T, c'est de l'améliorer. Vous allez probablement pas partir d'un site qui est parfait. Vous serez probablement pas numéro 1 au journal du net si vous n'avez pas fait des gros efforts avant. Donc, vous allez vouloir monter. Et pour ça, en fait, il y a une solution très simple, la meilleure, c'est de supprimer du contenu. Plus votre site sera petit, plus il sera léger, plus il sera naturellement performant. C'est un peu le principe du karting, vous retirez tout, vous gardez un châssis, un moteur, un volant, et vous pouvez aller très très vite avec juste un tout petit moteur. Voilà, donc faites paraître sur votre site, retirez tout ce qui vous sert à rien, et même plus. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que le talk vous a plu, et puis voilà. Ouais, mais non, en fait, malheureusement, moi je travaille dans le monde réel, je pense que vous aussi, j'imagine. Et en fait, moi, plutôt que des kartings, ça ressemble plutôt à ça, ce sur quoi je travaille. Et du coup, on a un gros moteur, un gros truc, donc ça va vite, il y a de la puissance derrière, mais en fait, à force, on a rajouté des trucs. Donc tout ce qui est aérodynamisme, c'est un peu parti en éclat, je vous le cache pas. Et du coup, on a rajouté, on a oublié de faire du tri, et ça marche vachement moins bien quand même. Ouais, Marie, je compatis, moi aussi, ça m'arrive de faire cette tête-là, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, faut vivre avec. Alors, première chose à retenir probablement de ce talk, c'est que c'est pas parce que c'est la vie, il faut vivre avec, qu'il faut l'accepter. Donc battez-vous au quotidien, c'est pas évident, c'est pas facile, mais dès qu'on vous propose, il faut rajouter une nouvelle feature. Oula, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on peut pas retirer quelque chose? Parce que c'est là où vous gagnerez de la performance. En fait. On va voir gagner de la performance de manière programmatique, c'est extrêmement compliqué, ça coûte très cher. Là, si vous pouvez retirer quelque chose, ça vous coûte beaucoup moins cher, croyez-moi. Parce que voilà, c'est ce que je disais juste avant, du coup, optimiser les choses, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Si vous allez vouloir optimiser votre code, ça va vraiment pas être facile. Donc nous, on va plutôt s'intéresser aujourd'hui non pas vraiment aux optimisations de code, comme je vous l'ai dit, ce sujet parle avant tout d'expérience utilisateur. Donc de la même manière que tout le monde sait pertinemment qu'en rajoutant des flammes sur un véhicule, ça le rend plus rapide, nous, est-ce qu'on peut pas faire la même chose sur notre site, en trouvant des astuces de design qui vont rendre notre site plus rapide, sans toucher au moteur derrière, pour l'accélérer tout ça. Et on va voir que oui, et que le meilleur moyen de faire ça, c'est de faire de la magie, ou plutôt de l'illusion. Notre objectif, ça va pas être forcément de rendre notre site plus rapide réellement, mais de donner à l'utilisateur l'illusion que le site est beaucoup plus rapide qu'il ne l'est en réalité, en fait. Et ce qui est cool, c'est que les métriques qu'on a vues avant mesurent l'expérience utilisateur. Donc si jamais l'utilisateur a l'impression que le site est plus rapide, les métriques vont être contentes. C'est normal, puisque l'utilisateur est content. Pas mal. Alors, attendre que le contenu arrive. Cette fois-ci, ça s'est affiché tout de suite. C'est quand même assez intéressant. Alors, pourquoi le contenu met du temps à arriver? Quand un autre utilisateur, il va vouloir aller, mettons, acheter une perceuse sur ManoMano, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une requête sur manomano.fr, et rien que là, déjà, il y a du temps qui va se passer.
C'est même pas arrivé chez vous, en fait, qu'il y a déjà du temps qui se passe. Il va falloir faire une résolution DNS, latence réseau. Si votre utilisateur est dans le TGV, bah, ça va prendre 3 plombes. S'il est dans mon immeuble, qui est une vraie cage de Faraday, où du coup on capte que la 2G, bah, ça arrivera jamais. Donc voilà, donc là, vous avez déjà un truc sur lequel vous n'avez pas la main qui prend du temps. Ensuite, la requête arrive enfin dans nos serveurs mano mano. Super, on est trop content. Là, il va falloir router la requête en interne, pouvoir aller interroger les différents microservices, les différentes bases de données, agréger tout ça, générer la page, tout ça, ça prend du temps, avant de pouvoir la renvoyer à l'utilisateur. Du coup, on est nouveau dans le réseau, il faut la télécharger, ça dépend de la taille de la page. Une fois que la page est téléchargée, il va falloir parser, interpréter, exécuter, etc., et afficher tout ça, ça reprend du temps, et ça dépend de l'ordinateur ou du téléphone de votre utilisateur. Donc on voit, il y a plein de choses qui impactent le fait qu'un site est rapide ou pas. Et surtout, il y a plein de choses qui sont juste des limites physiques. On ne peut pas aller plus vite que le réseau de l'utilisateur, on ne peut pas aller plus vite que son CPU. Et en plus, on a tendance à sous-estimer ça, parce que nous, on travaille sur des MacBook Pro hors de prix, sur des connexions fibre optique géniales, mais en fait, nos utilisateurs, ils ont souvent des vieux téléphones ou des vieux ordinateurs, et puis, encore une fois, ils peuvent être dans le TGV. Donc voilà, n'oubliez pas que vos utilisateurs peuvent très bien être sur un PC Windows 98 qui est en train de miner du Bitcoin pour essayer de consulter votre site. Et du coup, il va quand même falloir rendre votre site probablement performant pour eux. Et l'avantage, c'est que si le site est performant pour eux, il sera d'autant plus pour les autres. Voilà, donc ne sous-estimez pas cet effet-là. Alors, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Encore une fois, je ne rentre pas trop dans les détails, mais pour vous montrer qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire avant même d'attaquer l'UX. Le premier, c'est de dire plutôt que d'avoir un gros serveur, je vais en faire plein de petits, comme ça je peux en popper autant que je veux, et je vais pouvoir scaler à l'infini. Et puis si jamais ça suffit pas d'avoir plein de petits, je vais mettre plein de plus gros, et du coup, ça va scaler encore mieux. Sauf que ça coûte très vite très cher. Donc vous ne pourrez pas non plus aller à l'infini. Ensuite, vous allez compresser vos données. Vous allez pouvoir mettre un CDN entre l'utilisateur et vous, ça va rapprocher les machines, moins de latence, moins de réseau, mettre des systèmes de cache pour que du coup les pages soient pas régénérées. Ok, c'est cool, vous allez pouvoir faire plein de trucs, et à un moment, vous n'aurez pas trop le choix, il va falloir optimiser votre code, donc vous allez nettoyer tout votre code, vous allez optimiser tout ce que vous avez trouvé qui est vraiment visible, mais fatalement, à un moment, vous allez heurter un mur. Parce que tout ça, c'est bien beau, et si on pouvait faire ça à l'infini, ce serait génial, sauf que en fait, ça, comme je l'ai dit à un moment, c'est du travail d'orfèvre, ça coûte très cher. Donc il y a des solutions évidentes que vous allez mettre en place, que vous avez peut-être déjà mises en place, mais à un moment, vous allez atteindre les limites de cette solution-là. Et finalement, vous allez vous retrouver face à une situation où la seule solution pour gagner de la performance, c'est de passer 3 mois à refactorer un petit truc sans garantie que ça marche. Et là, du coup, est-ce que la boîte est prête à investir ces montants-là? C'est pas forcément évident. Donc c'est là où nous, on va introduire notre magie, et le but, ça va être de faire disparaître le mur de façon magique. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de secret. Le seul moyen d'avoir un site rapide, c'est qu'il soit petit. Donc on revient à Marie Kondo. On revient dans le monde réel parce que oui, Marie Kondo, elle est bien gentille, mais nous, on ne peut pas supprimer nos features. Donc on va retourner sur Google pour chercher un petit peu comment on peut améliorer tout ça. Et là, on va tomber sur un super concept qui s'appelle le lazy. Et on va me dire, mais c'est quoi le lazy? En fait, le lazy, c'est tout simple. En code, c'est la même chose que la procrastination pour les humains. C'est remettre à plus tard tout ce qui n'est pas absolument indispensable maintenant. Donc, tout ce qu'on n'a pas envie de faire, tout ce qui n'est pas nécessaire de faire absolument aujourd'hui, on va le faire plus tard. C'est plutôt simple. Alors quand on parle de lazy, on parle en général de 2 choses, qu'on appelle le lazy loading, c'est de dire tout ce que j'ai pas besoin de télécharger maintenant, je vais le télécharger plus tard. Voilà, si cette image-là, j'en ai pas besoin, je la téléchargerai plus tard. Et ce qu'on appelle la lazy iteration, c'est tout ce que j'ai pas besoin d'exécuter immédiatement, je vais l'exécuter plus tard. Et évidemment, le meilleur combo, c'est de faire les deux. Et on va voir comment. Donc prenons un exemple. J'ai un bouton, je clique dessus. Je clique dessus et j'ai une super modale avec un chaton et un petit chiot, c'est mignon. Donc on est content, mais en fait cette image elle a beau être super mignonne, j'en ai pas besoin tant que j'ai pas cliqué sur le bouton. Il n'y a pas de raison que je la télécharge. Il n'y a pas de raison qu'elle impacte le temps de téléchargement de ma page au final. Encore mieux, la modale finalement, tant que je l'affiche pas, tant que j'ai pas cliqué sur mon bouton, pourquoi je m'embêterais à télécharger le code de cette modale là? On va télécharger ça uniquement quand l'utilisateur clique sur le bouton. Moins de TD à télécharger, donc notre site sera plus rapide à s'afficher. Pareil pour les éléments, quand on scrolle tout ce qui est en bas de votre page, vous avez, un élément pour s'inscrire à la newsletter dans votre footer. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir le code qui permet de gérer cet élément si par exemple vous faites une vérification sur l'adresse email, tant que l'utilisateur n'a pas affiché le footer? Pas particulièrement, autant attendre, autant le télécharger plus tard. Donc si on reprend notre exemple, qu'est-ce que ça donne en mode conventionnel? Du coup, on a notre utilisateur, il va sur ManoMano, il va sur son serveur, hop, on lui renvoie, et cette fois-ci, on va lui renvoyer, on va dire 2 mégas de HTML, CSS, JavaScript, images, tout ce que vous voulez. C'est un chiffre complètement arbitraire, juste pour l'illustration. Est-ce qu'on peut pas faire mieux avec du lazy? Ouais. Alors, il va toujours sur ManoMano, hop, il a toujours sur nos serveurs, et cette fois-ci, au lieu de lui renvoyer toute la page où il y a tout, où il peut tout faire, on va lui renvoyer uniquement ce qui est nécessaire pour qu'il puisse afficher la page de manière minimale. On va voir après exactement à quoi ça correspond.
mais que voilà, du coup, il peut afficher la page. Et s'il a besoin de plus, par exemple, s'il clique sur un bouton qui ouvre la modale, bon, on va télécharger, admettons, les 100 kilooctets de JavaScript qui nous manquent. Et puis s'il commence à scroller, bon, au fur et à mesure de ces scrolls, on va télécharger tous les éléments qui nous manquent. Et là, c'est trop cool. On a un plan, on va tout foutre en lazy. Hop, il va probablement se passer un truc. Je vous ai dit au début que plus le site est rapide, plus on a d'argent, donc à un moment, on va devenir très riche. Hop, on prépare tout, on travaille comme des fous, on dévoile notre nouveau site et on obtient ça. Waouh, ou éventuellement ça, ou voir un mix des deux en tant qu'affaire. Et puis, il y a toujours cette expérience utilisateur qui est toujours au taquet. Donc maintenant, si notre utilisateur veut cliquer sur un bouton, ça vous est probablement déjà arrivé, vous avez deux boutons, deux liens, l'un au-dessus de l'autre, et puis vous avez un élément qui se charge de manière dynamique au-dessus, et évidemment, au moment où vous cliquez, l'élément se charge, vous cliquez sur le mauvais, et là, c'est le drame. Et ouais. Moi, je suis quelqu'un de très pacifique, foncièrement, mais quand ça m'arrive, j'ai juste envie de meurtre. Je vous jure, c'est infernal, ce truc. Alors, qu'en pense notre jury? Notre jury, bah, il est pas super enthousiaste, c'est des notes sur 20. Donc, ouais, c'est pas top. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui cloche? Bah, non, pas tant de choses que ça. On a une bonne idée, on a dit, on va télécharger de manière différée. L'avantage, c'est qu'on a un site rapide. Déjà, on a une bonne approche. Ce qui cloche dans cette approche, qui est volontairement évidemment exagérée, c'est qu'on affiche rien de pertinent à l'utilisateur. On l'a vu dans nos métriques, on veut du contentful, on veut des trucs qui ont du sens pour l'utilisateur. En plus, il y a des choses qui bougent, donc ça, c'est toujours agaçant. Et puis ça, c'est plus personnel, mais du coup, les spinoramas, donc bah, personnellement, j'aime pas ça, peut-être que des gens adorent ça, mais voilà. Alors, du coup, on n'est pas vraiment au niveau David Copperfield, on est plutôt à ce niveau-là. Ça reste de la magie, mais c'est pas... Ouais. Alors, prenons les problèmes un par un. On n'affiche rien de pertinent à l'utilisateur. Bah ça, finalement, c'est assez facile, c'est qu'une question de choix. Faut qu'on choisisse. Donc là, on a décidé de manière, encore une fois, très arbitraire et très exagérée de tout mettre en chargement différé. C'est pas ce qu'il faut faire, vous vous en doutez. Il va falloir faire des choix. Cette fois-ci, les choix sont plus faciles parce que ce qu'on choisit, c'est pas ce qu'on retire, c'est uniquement ce qu'on va pouvoir afficher plus tard. Alors, c'est toujours pas facile, je vous rassure. Enfin, je veux pas vous mentir, mais du coup, ça reste un peu plus facile quand même. Et puis, il y a des choses évidentes. Par exemple, si vous avez du texte légal qui doit être affiché légalement sur votre site, bah lui, il peut pas être chargé de manière différée. Il faut qu'il soit là. Sinon, vous avez un procès. Donc, c'est quand même assez dommage. Ensuite, si vous avez besoin d'éléments qui sont nécessaires au référencement de vos pages, bah pareil, il faut qu'ils soient dans la page. Aujourd'hui, les crawlers Google sont très intelligents, savent exécuter le JavaScript, mais ils restent très mauvais pour afficher des trucs qui sont chargés de manière différée, parce qu'ils savent pas combien de temps ils vont devoir attendre. Ils savent pas qu'ils doivent scroller, etc. Ah, le micro est revenu. Et du coup, tous ces éléments-là, bah, c'est facile aussi, vous les mettez dans la page. Ensuite, vous allez avoir rapidement une notion qui s'appelle la ligne de flottaison, si vous la connaissez pas. C'est la limite à partir de laquelle l'utilisateur voit des choses en fonction de son écran. Donc, tout ce qui est au-dessus, c'est ce qu'il voit, tout ce qui est en dessous, c'est ce qu'il voit pas. C'est ce qu'on appelle le fold en anglais. Et en fait, dans votre écran, il va pas être divisé en deux comme là, mais en trois. Ce qui est vraiment au-dessus, donc qui est toujours affiché quel que soit l'écran, ce qui est vraiment en dessous, ce qui est jamais affiché quel que soit l'écran, et une petite zone grise qui va changer en fonction de la taille des écrans, ou du coup ça peut être visible ou non. Et ça c'est important, pourquoi? Parce que du coup tout ce qui est nettement en dessous, il n'y a pas de souci, on va pouvoir le charger de manière différée, il n'y a pas trop de débat. Par contre ce qui est au-dessus, on va pas vouloir le charger de manière différée. Parce qu'en fait, c'est complètement contre-productif. Et ça, c'est un truc que j'ai appris à mes dépens. Donc en fait, c'est beaucoup plus compliqué pour un navigateur de dire, enfin, c'est beaucoup plus rapide pour un navigateur de dire je veux ça et je le veux tout de suite, vas-y télécharge-le moi, que de dire je veux ça, non mais attends, plus tard. Ouais, non mais attends, en fait, plus tard c'est maintenant. Donc vas-y, lance le truc. Et du coup, vous allez en fait impacter négativement vos métriques si vous mettez du lazy loading, par exemple, sur des éléments qui sont au-dessus de la ligne de flottaison. Faites très attention à ces choses-là, en fait. Nous, on s'est fait piéger plein mal de fois sur ce genre de trucs. Ensuite, faites attention aussi à pas lazy loader des trucs trop petits. Si le lazy loading, ça vient pas gratuitement. Ça a un coût en termes de code, de complexité, encore une fois de décalage, etc. Si vous mettez 10 kg de code de lazy loading pour un élément qui fait 1 kg, vous avez perdu 9 kg. Donc vous avez factuellement ralenti votre site. Encore une fois, là, c'est des chiffres complètement arbitraires et exagérés volontairement, mais du coup, c'est des choses qui arrivent souvent. Ça sert à rien de lazy loader un paragraphe de texte, par exemple. Par contre, sur des grosses images, ouais, ça peut valoir le coup. Donc faites attention à ça. Ok, donc ça c'est comment bien gérer, comment bien décider de notre lazy loading et éviter d'avoir ces sites avec des spinners partout où du coup c'est infernal pour l'utilisateur. Le deuxième problème qu'on avait, c'est ces choses qui bougent. Donc c'est très amusant dans un petit jeu comme ça, mais en fait c'est très très vite frustrant dans la vraie vie. Ça me permet de vous introduire une autre métrique qui s'appelle le CLS. Donc le CLS c'est quoi? C'est le Cumulative Layout Shift. En gros, ça mesure à quel point les éléments bougent dans votre page. Et encore une fois, ça c'est une métrique qui est classée Web Performance. Tout ce que ça mesure, c'est de l'expérience utilisateur. Donc il y a encore une fois un très fort lien entre les deux.
Donc ne sous-estimez pas ça. Donc plus votre site bouge, moins vous serez bon. Le but c'est d'être à 0 pour que l'utilisateur, en fait, il n'y a rien qui bouge et il ne soit pas surpris par ce qui se passe. Et pour régler ce problème, en fait, la solution est relativement simple. On va juste réserver l'espace. On va utiliser ce qui s'appelle un placeholder. On va prendre l'espace où l'élément doit apparaître pour que rien ne bouge et que tout soit bien déjà à sa place. Alors il y a plein de moyens d'utiliser des placeholders. Il y en a différentes sortes. Le plus simple, c'est juste de mettre un espace vide. Voilà. On met un pauvre div en fait, et puis on lui met des tailles, et il ne se passe rien jusqu'au moment où l'élément apparaît à cette place-là. Évidemment, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas terrible parce qu'il ne sait pas trop qu'il y a un truc qui doit apparaître à ce moment-là. J'ai juste l'impression qu'il y a un gros trou dans votre page. Donc du coup, on peut le modéliser avec quelque chose de simple, un petit encart, une petite couleur de fond, une petite bordure. On peut utiliser ce qui s'appelle un squelette. Donc un squelette, en fait, ça va être une simulation de votre composant qui va avoir pour but de donner des indices visuels à votre utilisateur que là, non seulement il y a un truc, mais en plus, ce truc, ça correspond à quelque chose de précis. Ici, par exemple, probablement une carte de profil utilisateur. Et vous pouvez aller encore plus loin en disant, moi, mon squelette, je veux qu'il soit super élaboré, ce que j'appelle moi personnellement une mimique, en fait. Et du coup, vous appliquez votre CSS, tous les textes qui sont statiques, en gros, les seules choses qui ne sont pas affichées, c'est les choses dynamiques. Et puis, si vous aimez les spinners, vous avez les versions Spinnerama. Et du coup, à la fin, on aura ce composant-là qui était en effet une carte utilisateur. Alors tout ça, pourquoi il y a différents choix et pourquoi c'est pas, je vous dis pas d'utiliser celui-là ou celui-là, parce qu'en fait, ça va dépendre de votre contexte. Plus votre placeholder est simple, plus il est performant, et donc plus vous avez un gros gain. Plus il est complexe, moins il est performant, donc moins vous avez un gain en performance. Mais à l'inverse, en termes d'expérience utilisateur, plus il est simple, plus votre utilisateur se demande ce qui se passe, plus il est complexe, plus le changement quand votre élément va apparaître sera clair, et il n'y aura pas de surprise pour l'utilisateur. Donc du coup, c'est une question de balance et d'équilibre en fait entre ça et trouver le bon compromis. Si vous avez un élément qui prend énormément de place, qui est en bas de page, vous pouvez mettre un truc vide, ça passera. Si vous avez un élément fondamental qui arrive assez vite quand on scrolle, par exemple, peut-être que vous allez utiliser un skeleton, voire une mimique si c'est nécessaire. Et évidemment, pour que tout ça fonctionne, le mieux c'est quand même de rajouter quelques petites animations. Donc du coup, le fameux spinner, on l'aime tous. Des petits scintillements sur nos skeletons, assez classiques, et puis quand ça apparaît, peut-être un petit fondu, quelque chose comme ça. Sans en abuser, parce que du coup, plus vous avez d'éléments comme ça qui vont être animés, qui vont bouger, etc., plus ça va déstabiliser l'utilisateur, donc transformez pas votre site en Times Square. On a eu une grosse mode comme ça, des sites très animés dans les années 90, pitié, ne revenons pas à ça pour ceux qu'on connu. Voilà. Alors, tout ça c'est bien beau, mais ça reste très théorique. Maintenant, je vais essayer d'illustrer un petit peu et de vous montrer en fait des choses qu'on a mises en place à mano a mano. Alors mano a mano, une stack relativement classique, je vais dire, avec du Next.js côté serveur pour générer nos pages et du React pour tout ce qui est génération de code, de composants, etc. Du coup, nous, ce qu'on utilise, c'est du lazy loading et du lazy iterate. Et comment ça se passe? Du coup, quand l'utilisateur demande une page, côté serveur, on la génère entièrement et on renvoie à l'utilisateur une page en HTML statique. Donc, cette page n'est pas du tout interactive, mais par contre, elle est entièrement générée, donc elle peut s'afficher très vite sans aucun JavaScript ou quoi que ce soit, juste besoin de CSS. Une fois que la page a été récupérée, sur l'ordinateur, enfin sur le device de l'utilisateur, on va récupérer le JavaScript qui est nécessaire et régénérer la même page à l'identique sur son device, du coup, et remplacer la page statique par la nouvelle page qui, elle, sera interactive. Donc, du coup, on a deux endroits, côté serveur et côté client, où on va générer des trucs, et ça prend beaucoup de temps. Et du coup, c'est ça qu'on va vouloir réduire pour pouvoir avoir des générations qui sont beaucoup plus rapides, qui prennent moins de temps, et du coup, renvoyer la page et de l'afficher beaucoup plus rapidement en fait, à l'utilisateur. Donc c'est ça en fait qu'on va essayer d'améliorer. Donc si je prends une page à mano a mano, ça c'est une page sur laquelle j'ai travaillé où on a essayé de mettre en place toutes ces choses-là. Ça c'est la page définitive, donc relativement simple, un petit header, un gros bloc et puis deux carousels en dessous qui ont des cartes en fait de pièces inspirantes. Ce qu'on génère côté server-side, c'est ça. Alors du coup, il y a plusieurs éléments. Déjà, on voit qu'on n'a pas les images dans nos carousels, donc toutes ces images-là, comme elles sont sous la ligne de flottaison, elles sont chargées de manière dynamique. Facile. Par contre, on voit que l'image du header, elle n'est pas chargée de manière dynamique parce qu'elle est tout en haut. Donc du coup, si on la charge de manière dynamique, on va impacter négativement nos performances. Deuxième élément important ici, c'est que vous voyez les carousels, vous avez des petites flèches pour vous déplacer, mais en fait, ces flèches ne marchent pas. Ces flèches ne se mettront à marcher que quand l'utilisateur aura scrollé jusqu'à ces éléments-là. À ce moment-là, du coup, quand on affiche, alors du coup, on le fait un petit peu avant, on va télécharger le JavaScript qui est nécessaire pour rendre ces carousels en fait fonctionnels, et c'est à ce moment-là que les carousels deviennent fonctionnels. Comme ça, on a réduit le JavaScript qui a dû être téléchargé et exécuté au moment de l'affichage de la page, et la page s'est affichée plus rapidement, quitte à perdre du temps un peu après. Un autre élément qu'on a mis en place, donc ça c'est un gros plan sur la carte, on voit que là sur la carte, en plus de l'image, on a plein de petits points.
Et en fait, des points comme ça, on peut en avoir entre 5 et 10 par carte. Et des cartes, on en a entre 20 et 50 par page. Donc ça fait potentiellement entre 200 et 500 petits points comme ça à afficher. Ce qu'on génère côté server-side, en fait, on génère ça. Donc là, on le voit pas, mais ça reste un lien sur la carte. Donc le lien, il est fonctionnel. Je clique dessus, je navigue. L'image, comme je l'ai dit tout à l'heure, est loadée. Par contre, on n'a pas des points. Les points ne vont être générés que côté client. Parce qu'en fait, sur la partie interactive, on a décidé, enfin sur la partie statique, on a décidé de les retirer. Et ça nous a permis de gagner potentiellement 500 éléments de DOM, et du coup, un poids relativement important au niveau de la page. Donc ça fait moins de trucs, encore une fois, à télécharger, moins de trucs à exécuter, à parser, etc. Donc ça rend la page plus rapide. Le fait de différer comme ça votre chargement, vous allez pouvoir aussi choisir de, ok, qu'est-ce que je veux générer côté serveur, qu'est-ce que je veux générer côté client, et du coup avoir des composants qui sont potentiellement plus simples. Et du coup, les rendre complets qu'au moment où vous en avez vraiment besoin, pas avant. Un autre exemple, là du coup c'est un système de produits recommandés en fait. Donc là on voit qu'on a 2 produits recommandés et le placeholder qu'on a utilisé pour ces 2 produits c'est celui-là. Alors là on voit qu'on a gardé grosso modo le même design, on retrouve notre bandeau en haut, on retrouve notre zone bleue, on a retiré le petit bonhomme et les textes, on aurait pu les mettre mais on a décidé de les retirer pour simplifier encore le DOM. Mais surtout là ce qui est important c'est qu'on a 3 placeholders pour les cartes alors que là j'ai 2 cartes. En fait, il se trouve que c'est un composant où dans 99% des cas, on va avoir 3 cartes. Si on en a 2, c'est qu'il nous manque un produit qui est hors stock et c'est assez rare. On peut pas en avoir moins de 2 parce qu'en fait, si on a moins de 2, on n'affiche pas le composant. Donc, du coup, là, pour l'instant, on sait pas, au moment où on affiche le placeholder, aujourd'hui, on sait pas combien on va avoir de cartes. Donc, on a pris le pari de dire, ok, 99% des cas, j'en ai 3, je m'affiche 3 placeholders, et sinon, si j'en ai 2, c'est pas très rare parce qu'on voit que là, les composants, ils prennent la même taille. Donc du coup, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mouvement ou quoi que ce soit. C'est moins optimum, mais ça marche. Vous allez pouvoir prendre aussi des raccourcis comme ça. Aujourd'hui, on est en train de faire du code un peu plus compliqué pour avoir l'information de combien de cartes on a pour pouvoir afficher le bon truc. Mais c'est du nice to have. En fait. On n'en a pas réellement besoin, on peut faire ça. Un autre exemple que j'aime bien et qui est souvent sous-estimé, c'est là j'ai ma petite carte produit. Je clique dessus et j'affiche une modale qui va contenir en fait une mini page produit. Et du coup dans cette page produit, si on y regarde de plus près, on retrouve beaucoup d'informations qui sont déjà dans la carte. Une image, un titre, le nombre d'avis d'utilisateurs et le prix. Et en fait, je peux réutiliser tous ces éléments-là pour mon placeholder. Là, en l'occurrence, je les ai. Donc, du coup, je vais pouvoir les réutiliser. Et du coup, la modale que je vais afficher quand l'utilisateur clique sur ma petite carte, c'est pas un truc rempli de loader, etc. Je vais réutiliser tous les éléments que j'ai déjà. Alors, j'ai une image. Certes, elle a de mauvaise qualité puisque j'ai une image toute petite. Mais, c'est beaucoup mieux d'avoir ça que d'avoir un bloc gris ou encore pire, un spinner. Donc, du coup, le temps que la vraie image se charge, au moins, je peux afficher un visuel de ma carte. Ensuite, finalement, la seule information qui me manque, c'est la description que vous retrouvez et qui est tout en bas de la modale. Donc ça veut dire que ça me laisse le temps que l'utilisateur scrolle pour voir ses caractéristiques, pour les récupérer et les afficher. C'est peut-être assez, c'est peut-être pas assez, mais en tout cas, j'ai pu gagner un peu de temps. Et du coup, j'ai pu afficher quelque chose qui est pertinent pour l'utilisateur avant, sans avoir besoin de tout recalculer, etc. Donc du coup, n'hésitez pas à réutiliser l'information que vous avez déjà, ça c'est un point important. On a tendance à l'oublier. Voilà, peut-être que, je sais pas, si vous utilisez Redux, peut-être dans votre story Redux, vous avez déjà de l'information. Peut-être que vous l'avez pas. Donc, du coup, posez-vous la question, est-ce que j'ai pas déjà certains éléments que je veux afficher? Voilà. Donc ça, c'était pour que votre page s'affiche plus vite. Donc, on a vu deux trucs principaux. C'est, du coup, il va falloir choisir les contenus et les différer et faire attention que, du coup, quand ces contenus différés sont chargés, à pas casser votre mise en page parce que c'est extrêmement désagréable pour l'utilisateur. Donc, faites attention à ça. Alors, maintenant, attendre le résultat d'une action. Je vous rassure, on a fait le plus gros, on a fait le plus dur. Ça va être beaucoup plus simple parce que le nombre de choses qu'on peut faire à ce niveau-là est quand même limité, mais on peut quand même faire des choses. Donc si on reprend notre exemple du début, qu'est-ce qui n'allait pas avec ce bouton pour voir le slide suivant? La première chose qui n'allait pas, c'est que j'ai pas donné en fait de feedback à l'utilisateur pour lui dire que oui, j'ai compris que tu avais cliqué, ne t'affole pas, ok, tout se passe bien, ça prend juste un peu de temps. Et en fait, du coup, si l'utilisateur n'a pas cet indice-là, il sait pas, il va s'énerver, il va se frustrer, etc. Et je le dis en sachant que c'est quelque chose qu'on fait très très mal à mano mano, par exemple. C'est quelque chose qui est souvent sous-estimé dans les sites. En fait. Et comment on lui dit d'attendre? Plein de moyens. Le fameux spinner, toujours lui. On peut changer le texte du bouton, on peut le désactiver. Si jamais l'action que vous voulez faire est très lente, n'oubliez pas, ça peut toujours être sympa d'avoir un moyen d'annuler cette action. Par exemple, si vous faites des imports ou des exports ou des choses comme ça. Ou encore mieux,
en fait, vous pouvez très simplement exécuter l'action, là en l'occurrence aller au slide suivant, et faire l'action de chargement sur le slide. En fait, c'est plus facile pour l'utilisateur d'accepter que l'action a été prise en compte. Ok, pour vraiment compléter ce que je veux voir, il faut télécharger, que de dire ok, on attend. Ah, c'est cool, j'ai tout résultat immédiat en fait. Donc du coup, là, je vais avoir un nouveau slide. Faites-le naviguer sur le nouveau slide, et pendant que le contenu du slide se charge, et du coup, vous pouvez le faire attendre avec les placeholders, les spinners, tout ce que vous voulez. Donc, par contre, ce qui est important, c'est de toujours donner du feedback à vos utilisateurs le plus possible, voilà, pour alléger ce côté frustration. Et en fait, bon, ça c'est bien joli, mais ce qui serait quand même cool, c'est que quand ils cliquent sur le bouton, ça réagisse plus vite. Donc, comment on va pouvoir faire ça? En fait, on va tricher, comme d'habitude, vous l'avez compris maintenant, et pour ça, on va prendre un exemple. Du coup, là, j'ai une liste avec 5 éléments, et je vais vouloir supprimer un élément dans cette liste. Je clique dessus, et puis là, du coup, ça prend du temps. Notez que j'ai quand même mis un spinner, donc c'est sympa. Il y a des appels réseau, des suppressions en base de données, des réconciliations, etc. dans le cloud. C'est trop magique, c'est trop génial. Et ça prend du temps, et mon élément est parti. Bon, au moins j'ai un spinner pour lui dire qu'il se passe quelque chose, mais pendant ce temps-là, mon utilisateur, il attendait, il était limite bloqué parce que il attend le résultat de son action. Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Ouais, on va faire mieux, mais en fait, finalement, cette action de suppression, en théorie, il y a quand même 99,9% de chances qu'elle se passe bien. Si c'est pas le cas, vous avez probablement des problèmes plus urgents à régler dans votre site que d'optimiser la performance. Donc du coup, on va partir du principe que cette action va réussir. Et on va faire ce qu'on appelle de la programmation optimiste. On va anticiper le fait que, ok, il y a un truc qui prend du temps, mais là je peux prédire le résultat, et donc je vais partir du principe que ça va bien se passer. Si on reprend notre exemple, qu'est-ce qui se passe? Je clique sur mon élément, et il part tout de suite. Magique, trop génial, on a résolu notre problème. On a une interface qui réagit immédiatement. Et là, votre appel réseau, il peut prendre 30 secondes, 30 minutes si vous voulez, c'est pas grave. Ah, je vous vois venir, qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur, blablabla. Par exemple, si un câble internet coupe l'internet de 2 pays entiers, c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie, donc comment on fait pour se prémunir de ça? Ouais, ok. Alors, comment on se prémunit de ça? C'est simple, on affiche un message à l'utilisateur pour dire « Ah, ça a raté », et on remet l'élément. Voilà. Alors évidemment, ça change un peu votre flow. Là, si on réfléchit à comment ça va se passer, au moment où l'utilisateur clique sur le bouton, la première chose qu'on va faire, c'est sauvegarder les éléments, les informations de l'élément qu'on veut supprimer. Et ensuite, on le retire immédiatement. Donc ça va dépendre de votre architecture. C'est pour ça que je ne mets pas de détails de code, tout ça, si vous avez du Redux ou peu importe ce que vous utilisez. Et à partir de là, l'élément n'est plus visible. Donc l'utilisateur peut reprendre son cheminement normal. Pour lui, le truc est supprimé. Là, vous allez faire votre appel réseau et ça peut prendre le temps que ça veut, en fait, au final. Et après, là où vous allez régler le problème, c'est à la fin de l'appel réseau, il peut se passer 2 choses. Soit tout s'est bien passé, tout ce que vous avez à faire, c'est nettoyer votre sauvegarde. Si ça s'est mal passé, il faut rollbacker votre élément, donc remettre l'élément là où il doit être, et afficher un message quelque part pour dire à l'utilisateur, attention, ce que tu as voulu faire, on pensait que c'était bon, mais en fait, c'est pas vraiment bon, donc il va falloir que tu le refasses. Alors du coup, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça vous permet en fait de simuler comme si ça s'était bien passé. Et encore une fois, vous jouez des statistiques. Donc du coup, si ça se passe bien dans 99,9% des cas, du coup, pour quasiment tous vos utilisateurs, votre site est devenu super rapide d'un coup. Certes, pour 0,1%, c'est peut-être un peu moins bien qu'avant. Donc là, c'est un pari que vous allez faire. Alors là, c'est bien joli. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça marche très bien du coup pour tout ce qui est CRUD, tout ce qui est suppression, création, mise à jour, etc. C'est parfait parce que vous avez toutes les données, c'est des formulaires, donc vous savez les rajouter dans les listes et machin, ça marche très très bien pour ça. Pour d'autres choses, ça marche beaucoup moins bien malheureusement. Alors, on a réussi à anticiper le résultat d'une action utilisateur. Est-ce qu'on peut pas aller encore plus loin? En fait, on va carrément essayer d'anticiper l'action de l'utilisateur avant même qu'il ait le temps de la faire. Et là, ça devient carrément magique. Si on reprend notre petit bouton qui nous affichait notre modal avec des chatons, etc., je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, cette modal, le code de la modal, on n'en veut pas, l'image, on n'en veut pas, on veut les télécharger quand l'utilisateur clique. Du coup, quand il clique, il va devoir attendre. Donc, d'où l'importance du feedback, d'où l'importance de tous ces trucs-là, en fait, parce que tous ces problèmes que je vous montre, en fait, jusqu'à présent, les actions asynchrones que vous aviez qui pouvaient prendre du temps sur une action utilisateur, c'était beaucoup d'appels réseau si vous aviez du traitement côté serveur. Si vous faites du lazy loading, du lazy write, etc., vous allez rajouter ça à la puissance 10 parce qu'en fait, dès que l'utilisateur va scroller, dès qu'il va cliquer quelque part, il va falloir télécharger du contenu, ce que vous n'aviez pas avant. Donc ces choses-là deviennent de plus en plus importantes. Donc là, si on reste sur notre modal, du coup, il va falloir télécharger du JavaScript, il va falloir télécharger l'image, ça prend du temps. Alors, ce qui serait cool, ce serait d'essayer de lire l'esprit de l'utilisateur, de détecter quand est-ce qu'il veut cliquer sur le bouton, et comme ça, avant même qu'il ait le temps de cliquer, on commence à télécharger. Alors dit comme ça paraît magique. Dans les faits, en fait, c'est relativement simple.
on va mettre une zone autour du bouton qui va dépendre, sa taille va dépendre de votre contexte. Et quand l'utilisateur rentre dans cette zone-là, on va commencer le téléchargement. Encore une fois, c'est un pari qu'on fait. Si on gagne le pari, c'est génial, quand tu cliques, c'est immédiat. Si jamais on perd notre pari, bon, on a téléchargé un truc pour rien. Est-ce que c'est grave ou pas? Ça, c'est à vous de le voir selon votre contexte. Dans la plupart des cas, c'est pas grave. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup du préchargement, etc. Notamment, c'est implémenté par défaut dans Next.js sur les liens. Donc, quand vous survolez le lien d'une page qui mène vers quand vous survolez un lien qui mène vers une autre page de votre site dans Next.js, il va télécharger une partie du code de la page sur laquelle le lien pointe pour vous faire gagner du temps. Donc, du coup, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Et ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir anticiper les choses et tout le temps que vous gagnez, ça peut être important. Là, vous allez gagner 200, 300 millisecondes et c'est assez cool et c'est assez magique du coup. Parce que dans la plupart des cas, vos utilisateurs, ils ont une connexion réseau suffisamment bonne pour que ça se passe bien. Et si leur connexion réseau n'est pas suffisamment bonne, c'est toujours du temps de gagner, donc c'est toujours positif. Alors évidemment, tout ça, je vous parle de magie depuis le début, mais bon, la magie n'existe pas dans le monde réel. Je suis désolé de vous l'apprendre pour ceux qui ne le savaient pas encore. Donc en fait, derrière tout ça, il y a un certain nombre de contraintes, un certain nombre de détails sur lesquels il faut revenir un petit peu quand même. Pour ces histoires de placeholder qui prennent la place, qui réservent la place dont on a besoin, il y a forcément une contrainte super forte, c'est qu'il faut connaître la taille de nos éléments. Et ça, c'est pas forcément facile. On l'a pas forcément, parce que du coup, on a des éléments qui peuvent être de taille variable, etc. Pour prévoir ce que va faire l'utilisateur, il faut des actions prévisibles. Donc encore une fois, ça marche très bien sur du CRUD parce qu'on sait qu'il vient de créer un élément, donc on sait qu'on peut l'afficher. Par contre, si jamais c'est quelque chose dont le résultat peut varier beaucoup, là on va pas pouvoir le prévoir des masses. Et enfin, il va falloir faire ces fameux choix de est-ce que ce contenu est pertinent, est-ce qu'on peut le reporter à plus tard ou pas. Et en fait, tous ces choix-là, ils dépendent pas que du développeur. Pour ça, il va falloir que vous travailliez avec votre produit, votre design et vos développeurs. Et cette présentation, à l'origine, a été faite pour ça, pour évangéliser en interne, en fait, et rassembler ces gens-là, et que tout le monde comprenne bien les problématiques de performance, en fait, et pourquoi ces problématiques de performance ont un impact fort sur l'UX, en fait. Parce que du coup, certes, on peut pas facilement prévoir la taille de nos éléments. Par contre, si dès le début, vous dites à votre design, cet élément-là, il est gros, il va falloir qu'on le charge de manière différée, et que dans la tête du designer, il a vu cette présentation ou une autre, et il sait que, ok, chargement différé, il faut un élément de taille fixe parce qu'il va y avoir un placeholder. Là, c'est un élément important. Donc, du coup, on peut pas avoir un bloc vide. Donc, du coup, il va falloir que je prévoie un petit skeleton. Et du coup, ils peuvent vous donner ça d'entrée de jeu. C'est quand même beaucoup plus facile de raisonner comme ça que de balancer un truc en production, revenir un mois plus tard en disant à votre designer, je suis désolé, là, on a un gros problème de perf sur la page. Tu sais, le super composant qu'on a fait là, le mois dernier, c'était cool, hein, mais maintenant, il me le faut le même en taille fixe. Votre designer, il va faire la gueule, et il aura raison. Pareil au niveau du produit. Si le produit peut directement challenger, ok, ça c'est un gros élément, il est cool, on veut le mettre, mais peut-être qu'on va le redescendre dans la page parce que du coup, on va pouvoir le charger de manière différée. Ou peut-être qu'on va le laisser en haut, mais du coup, on va descendre quelque chose d'autre et c'est ça qu'on va charger de manière différée qu'on ne faisait pas avant. Peut-être qu'on va éliminer un autre élément à la place. Il va aussi aller challenger le légal, aller changer le SEO, etc. sur qu'est-ce qui est vraiment nécessaire ou pas. Donc, du coup, tout ça, ça va être un travail conjoint et qui est vachement important entre vous et votre métier. Il va être temps de conclure. Voilà, bon, ça va, j'ai encore un peu de temps. On va pouvoir conclure tranquillement, mais on va avoir du temps pour les questions. Donc du coup, élément important, la performance de vos pages est directement liée à sa complexité. Ça, c'est vraiment le point important et qu'il faut que vous reteniez, en fait, et que du coup, le meilleur moyen de rendre un site performant, ça restera et ce sera toujours de retirer des éléments. Non seulement ça rendra votre site plus performant, mais en plus il sera meilleur écologiquement parce que il y aura moins de code exécuté, moins de code téléchargé, etc. Ça coûtera moins cher en infrastructure, etc. Donc faites du ménage. C'est votre cible numéro 1, c'est de faire du ménage. Le problème, c'est que c'est le truc le plus difficile à mettre en place. L'être humain aime rajouter des nouvelles choses. C'est prouvé psychologiquement, sociologiquement, etc. C'est plus facile de rajouter que d'enlever, en fait. Du coup, ce sera pas un combat évident. Du coup, votre meilleur pari, c'est quoi? C'est de mélanger un peu tout ça. De retirer ce que vous pouvez retirer, de faire des optimisations, de rajouter du CDN, des machins comme ça, et puis sur certains éléments, faire du lazy loading, de bien vérifier que vous avez bien des feedbacks, des choses dans ce genre-là sur vos éléments, et du coup mixer un peu tous ces trucs-là. En fait. Il n'y a pas de recette magique, il va falloir mixer tout ça en fonction de vos contraintes de temps, de coûts, de compétences, etc. Parce qu'en fait, faire de la performance, c'est super sympa. Là, on a une voiture qui va très très vite, mais jamais de la vie je la conduirai. Elle est super vite, moi je refuse de conduire une voiture qui prend feu. Sur vos interfaces, c'est pareil. Si vous avez beau faire un site super rapide, si l'expérience utilisateur est toute nulle derrière parce que vous avez tout cassé, vous ne gagnerez pas plus d'argent. Parce que toutes les métriques dépendent encore une fois du fait que les utilisateurs utilisent votre site. Donc, du coup, c'est pas je veux de la performance au détriment de l'expérience utilisateur. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux.
Et surtout, il faut maintenir l'expérience utilisateur parce que sans ça, les gens n'utiliseront pas votre site. En fait. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent très sous-estimé. Que nous, on a carrément sous-estimé parce que c'est pas expliqué dans les articles qu'on lit sur optimiser. Ouais, mais ok. Donc globalement, vous allez pouvoir faire plein de lazy, tout mettre en chargement différé, ça va être génial. Le faites pas trop quand même. Hein. On a parlé de quelques problématiques que ça peut poser, donc faites attention, vous enflammez pas trop. N'oubliez pas de toujours donner du feedback à vos utilisateurs. Encore une fois, ça va être d'autant plus important que à chaque fois que vous aurez du chargement différé, potentiellement, vous aurez du feedback à donner à votre utilisateur. Il faut qu'il sache que quelque chose est en train de se charger quelque part, que quelque chose va apparaître, que oui, son clic a bien été pris en compte, c'est juste qu'on est en train de télécharger la page et que tout va bien. Essayez d'être le plus optimiste possible. Plus vous pouvez anticiper ce que va faire votre utilisateur, plus votre site sera rapide factuellement, même si dans les faits, ce ne sera pas vrai. Hein. Votre site ne sera pas plus rapide parce que vous avez téléchargé 200 millisecondes en avance, c'est juste que vous avez triché, vous avez pris un pari. Un truc dont je n'ai pas détaillé, dont j'ai pas parlé jusqu'à présent, parce que ça mériterait un talk de 50 minutes entier, c'est comment tester tout ce bazar. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est la partie la plus compliquée. On a réussi à évangéliser en interne sur toutes ces histoires de chargement différé et tout ça. On a réussi à en mettre en place des frameworks pour que ça soit facile à utiliser. Malheureusement, expliquer aux gens comment bien le tester, c'est super compliqué. On a beau avoir des super outils aujourd'hui sur les DevTools pour bloquer des requêtes, pour les ralentir, etc. Entre les problématiques de ce qui est généré côté serveur, ce qui est chargé automatiquement au chargement à l'hydratation, ce qui est hydraté au scroll, ce qui se passe quand on navigue, c'est un vrai casse-tête. Il y a plein de cas. Plus votre stack est compliqué, donc avec du Next, React, etc., c'est relativement compliqué. Votre site l'est par défaut. Du coup, c'est pas forcément facile à bien mettre en place, à bien tester. Donc, ne sous-estimez pas cette partie-là. Et puis du coup, tout ce que vous allez pouvoir anticiper, anticipez-le, parce que vaut mieux traiter ces problèmes-là en amont, avant même d'avoir commencé le développement, que se rendre compte quand tout est en production. Alors mon but aujourd'hui, c'était pas de résoudre tous vos problèmes, c'était juste de faire jamais une petite graine et que vous ayez plein d'idées en fait sur toutes ces choses-là, de choses à mettre en place. J'espère que je vous avoir donné envie en fait de les implémenter dès demain dans votre code. Par contre, voilà, petit warning quand même, faites attention, c'est pas des choses si faciles que ça à mettre en place. S'il n'y a pas de code, c'est pas un hasard, hein, c'est que si j'avais dû faire des slides de code, on y serait encore. Et du coup, commencez par quelque chose de petit qui est bas dans votre page ou qui a une importance assez moyenne, le temps de vous faire les dents dessus. Parce que tout ça, il va falloir l'apprendre. Et du coup, on va l'apprendre comment ça marche, tout simplement avec de l'expérience, en essayant les choses, en faisant des expérimentations et en voyant comment ça marche. Par contre, ce qui est cool, c'est que vous n'êtes pas tout seul pour combattre tous ces problèmes. Donc, du coup, faites-vous aider, embarquez avec vous le produit, le design, ça c'est sûr, mais éventuellement, même si vous pouvez, le métier, l'organisation, si tout le monde est focalisé, si même le métier sait, ok, on veut un gros truc qui va apparaître, ça va être trop génial, ça va nous rapporter trop d'argent, mais vous inquiétez pas, on sait déjà que va falloir le mettre en bas de page parce que chargement différé et tout ça, là vous allez gagner, parce que du coup vous n'avez personne à convaincre. Une petite dernière citation pour finir. Du coup, tout ça va être compliqué. Vous allez probablement vous casser les dents pas mal de fois. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à pas mal de gens à mano. Mais globalement, vous y allez y arriver. Hein. Faites-vous confiance, même si c'est dur, mais ça peut paraître impressionnant. Ça se fait très bien. Il y a des entreprises qui y arrivent très bien. Nous, on commence à y arriver bien, mais du coup, ça demande un peu de temps. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment fini. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre attention. Et je ne sais pas si vous avez des questions, du coup. Merci beaucoup Mathieu. On a du temps pour les questions. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Attends, il y a le micro quand même. Pour que les autres entendent. Pourquoi de mieux le roi Merlin? Déjà, ils ont des pages beaucoup moins complexes que les nôtres. Nous, on est friands. En fait, on a un catalogue beaucoup plus gros que le leur. Donc du coup, on a la volonté de mettre beaucoup plus de produits en avant, des choses comme ça, etc. Et je pense qu'ils ont une stack plus simple que la nôtre. On n'a pas été décortiquer leur site, pour être honnête. Globalement, je pense que leur site est aussi beaucoup plus simple. La stack Next React, par défaut, pas super pour faire de la performance en fait. C'est bien pour faire de la maintenance. Pour avoir des sites avoir un site facile à maintenir avec des composants qui sont réutilisables. Nous, on a beaucoup d'équipes, des grosses équipes, etc. Donc pour ça, c'est parfait. Par contre, c'est une stack qui par défaut n'est pas optimisée aux petits oignons. Ça génère beaucoup de JavaScript, beaucoup de code pour rien. Et rien que ça, déjà, je pense que ça les aide pas mal. Et il suffit d'aller voir leur page comparée aux nôtres, vous allez voir, elles sont 2 ou 3 fois plus simples. Tout simplement, encore une fois, il y a moins de trucs dessus. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez d'autres idées de ce que vous allez mettre en place après pour essayer de continuer dans
Alors là, le but, c'est déjà de réussir à globaliser toutes ces choses de chargement différé, d'hydratation différée, que ce soit vraiment un pattern. Donc là, on est en train de former les gens en interne. On a passé pas mal de temps cet été à simplifier le code pour mettre ça, parce qu'en fait, encore une fois, dans Next.js, ces trucs-là sont prévus, mais pas vraiment. Donc il y a un peu de hack, c'est un peu hacky, il y a pas mal de trucs. Et si on veut que ça fonctionne bien et que les gens ne se trompent pas, en fait, c'est vachement dur. Donc on a vu une surcouche cet été pour que les gens puissent pas se tromper, pour essayer de les verrouiller dans un truc qui marche par défaut et non pas par un truc où il faut penser à ça pour que ça marche. Ça c'était la première étape. Maintenant on est en train de les former et le but déjà ça va être de généraliser tout ça. Une fois qu'on a généralisé tout ça, là le prochain gros dossier chez nous c'est de s'attaquer à l'INP, donc sur les interactions utilisateurs. Parce que du coup ça va arriver en mars et du coup il faut qu'on soit prêt en mars parce qu'aujourd'hui on est complètement dans les choux sur ce truc là. D'ailleurs c'est aussi un des trucs qui nous pompe par rapport à Leroy Merlin, c'est que du coup ils ont un INP qui est vert, ils sont à moins de 200 millisecondes alors que le nôtre il est dans les 500 donc il est complètement rouge. Donc du coup voilà, le prochain gros truc nous ce qu'il faut qu'on adresse aujourd'hui c'est vraiment les interactions utilisateurs. Surtout ce qui est chargement de la page, on commence à être pas trop mal, mais si on a encore du boulot pour que ça soit déployé partout. Par contre ouais, sur les interactions utilisateurs c'est la cata. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pas mis d'exemple d'interaction utilisateur, parce qu'en fait, on est nul à ça. Bon, et merci pour le talk. J'ai une question qui est un peu à côté de la PAC. Mais en fait, là, on parle d'optimisation de l'UX, et faire du feedback utilisateur, c'est effectivement hyper important. Je me posais la question de l'accessibilité, parce qu'on a pas mal il y a plusieurs talks sur l'accessibilité. Qu'est-ce qui se passe pour un lecteur d'écran quand on ajoute un spinner sur un bouton ou quand on en change le texte? Alors du coup, il y a des balises ARIA pour ça en fait. Par exemple, si sur le bouton, typiquement, il faut considérer qu'il devient désactivé quand il a le spinner, par exemple. Donc là, il va falloir le désactiver proprement et du coup changer. Donc il y a un attribut ARIA pour ça. Nous, c'est comme ça en tout cas qu'on le gère. Là, après, l'accessibilité, c'est pas un domaine où moi je suis particulièrement à la page. Aujourd'hui, on n'a rien fait de particulier. Ce que je sais, c'est qu'en fait, il y a des moyens de gérer ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est même pas un problème du coup lié directement à la performance. C'est déjà des problèmes qu'on a. C'est que si tu appuies sur un bouton et qu'il se passe rien, en accessibilité, c'est déjà un problème en fait. Donc là, ce qui va se passer, à mon sens, c'est quand tu cliques sur le bouton, le truc le plus logique, c'est quand même de le désactiver pour pas que l'utilisateur puisse spammer le clic. Et normalement, ton lecteur d'écran doit te dire bouton désactivé. Et encore une fois, c'est pour ça qu'aussi, moi, j'aime bien ce pattern de dire quand on clique sur le bouton, on exécute l'action immédiatement, que ça soit une navigation ou quelque chose comme ça. Et en fait, le temps d'attente n'est pas sur le bouton lui-même, mais sur l'endroit où il doit t'emmener si c'est une navigation. Ou si encore une fois on peut faire les choses qui sont derrière de manière immédiate, autant le faire pour comme ça simplifie le problème. Mais du coup ouais, c'est un truc pas évident. À minima je pense que ça casse rien de plus que ce qui est cassé aujourd'hui, mais clairement ça améliore pas les choses à ce niveau-là. Mais j'ai jamais mis en place de trucs particuliers là-dessus aujourd'hui en tout cas. Donc, on pourrait demander à des experts de l'accessibilité, je pense. Une autre question? Dernière question s'il en reste une. Question. Un énorme merci alors. Merci.